Et alors, pour continuer un peu plus sur les questions autour de la précarité, après cette enquête de rue 89 que Elian vient de nous raconter, nous recevons aujourd'hui l'invité des regards, Marc Bulto. Bonjour Marc Bulto. Bonjour. Alors vous êtes délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du Secours catholique, si je ne me trompe pas. Vous êtes parmi nous aujourd'hui suite à la publication le 14 novembre dernier du rapport de l'association faisant état de la pauvreté en France à partir de vos statistiques d'accueil de l'année 2022. Alors, avant de débuter, est-ce que vous souhaitez ou pouvez réagir aux propos qui viennent d'être énoncés par Elian concernant le sans-abrisme à Lyon, le manque de bénévoles, etc. Strictement aucune surprise. C'est le genre de situation qu'on va rencontrer bien ailleurs que sur la métropole lyonnaise. Alors, effectivement, sur Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les métropoles, je pense notamment à tout ce qui est Clermont-Ferrand, Grenoble, vont rencontrer des situations de même type. J'ai entendu que les mineurs isolés avaient été cités plus d'une fois. Et effectivement, c'est une situation qu'on rencontre actuellement et qui devient particulièrement critique. Donc, aucune surprise. Alors, manque de bénévolat, on va retrouver un peu la même chose chez nous au Secours catholique. Ceci dit, c'est pas forcément la quantité de bras qui importe, mais plus le type d'engagement que les gens attendent. Et par rapport à certaines évolutions de société ou autres, c'est plutôt là que le challenge va se poser. Se pose donc pas le nombre de personnes, effectivement, mais plutôt le nombre d'heures, le volume horaire des bénévoles. C'est ça dont vous parlez ? Pas forcément. En fait, on trouve assez facilement, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais on trouve assez facilement des gens qui viennent filer des coups de main, des petites mains, des personnes qui sont prêtes à venir nous aider pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est plus compliqué, c'est un engagement dans la durée, donc en nombre de mois, et puis c'est un type d'engagement qui soit plus impliquant sur, notamment, on évoquait juste précédemment des dimensions qui peuvent être d'ordre politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce qui est de l'action de plaidoyer, etc. Et c'est sur ce type de bénévolat qu'il n'est pas toujours simple de trouver des personnes. Et vous faites le lien avec des changements de société autour de ces questions, comment est-ce que vous l'interprétez ? Eh bien, en fait, on a une association qui a plus de 70 ans d'âge, donc une vieille dame, il ne faut pas la bousculer trop vite, mais par ailleurs, on avait historiquement un bénévolat axé sur des personnes plutôt retraitées et qui s'engageaient sur une assez longue durée. Quand je dis assez longue durée, ça se compte en années, voire en décennies. Aujourd'hui, c'est un bénévolat qui est le plus souvent plus mobile, qui se rajeunit, contrairement à ce qu'on croit, parce que les personnes retraitées aujourd'hui sont souvent prises entre d'un côté leurs propres parents qu'ils doivent accompagner, et puis de l'autre côté les enfants sur lesquels ils doivent donner aussi des coups de main. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, et France Bénévolat, les enquêtes de France Bénévolat le prouvent, ce qu'on voit, c'est que ceux qui s'engagent aujourd'hui un peu plus sont plutôt les jeunes adultes. Et eux sont plus mobiles, sont moins disponibles dans les horaires de journée. Ça va être plutôt le soir, ça va être plutôt le week-end. Voilà. Donc c'est tout un changement même du paysage du bénévolat qu'il nous faut accompagner. Et quand on a 70 ans d'âge, de temps en temps, on a un petit peu de mal à être réactif, mais on y arrive. Alors pour débuter l'interview plus spécifiquement, le Secours catholique attend, vous le dites dans le rapport, attend des responsables politiques qu'ils prennent soin de leurs concitoyens les plus démunis et qu'ils leur fassent confiance. Alors est-ce que pour vous c'est un vœu pieux ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors il y a plusieurs aspects. Je pense notamment, je vais prendre 2 exemples. Le territoire zéro chômeur longue durée. Voilà. Donc ça, c'est un espace extrêmement intéressant, dont le Secours catholique est d'ailleurs un des initiateurs à l'origine. Et ces expérimentations qui donnaient de très bons résultats, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu un stop qui vient d'être donné par des restrictions budgétaires. Donc ça nous inquiète beaucoup, parce qu'on sait très bien qu'au niveau de certains territoires, et notamment des territoires plutôt isolés, des territoires ruraux, il y a, mais pas seulement, parce qu'on sait ici que sur l'agglomération lyonnaise, on est aussi concerné, mais on sait qu'il y a un potentiel énorme de permettre à des personnes de retrouver un emploi, et notamment pour leur permettre de se sentir vraiment utile à la société. On essaie plutôt de travailler sur... On vient de sortir avec une association qui s'appelle Equitaz et qui est basée dans la Drôme, tout un travail qui s'appelle, vous vous souvenez, le pognon de dingue. Là, c'était un boulot de dingue. De mettre en avant que toutes ces personnes qui sont considérées comme, entre guillemets, inactives, quand on regarde de près, en fait, elles sont hyper actives et notamment très utiles à la société. On trouve beaucoup de personnes qui sont aidants vis-à-vis de personnes en fragilité, bien sûr tout ce qui est accompagnement scolaire, accompagnement des enfants, des personnes qui du coup aussi sont plus disponibles pour du bénévolat. Et en fait donc tout ce qu'on appelle inactif, alors évidemment c'est pas forcément rémunéré, ça on est bien d'accord, mais par contre quelle utilité pour la société. Donc vous appelez à une réforme en quelque sorte de l'emploi dans notre pays. Toute une réflexion en tout cas, notamment aussi sur tout ce qui tourne les revenus.
L'extension du RSA aux jeunes adultes, on a plein de soucis, de pouvoir indexer les minima sociaux sur les augmentations du SMIC. Voilà, tout ce qui tourne autour de la décence du revenu et tout ce qui tourne autour de la reconnaissance de l'utilité sociale des personnes. Mais justement, enfin, vous parlez de qu'il faille faire confiance. Sauf qu'aujourd'hui, faire confiance aux individus en termes politiques et médiatiques, ça semble pas du tout être le mot d'ordre. Autant quand on parle aux individus en tant que tels, tout le monde dit « moi je suis responsable, moi je travaille, moi... » Mais les autres, par contre, quand on passe au plan politique, on est très loin du compte. On voit très bien, ne serait-ce que toute la réforme sur le RSA qui impose 15 heures de pratique à définir d'ailleurs, mais qui pose vraiment question. Parce que nous, on est plutôt pour un RSA sans contrepartie. Parce qu'on part du principe, comme je viens de le dire, que de toute façon, toutes ces personnes, la plupart du temps, l'immense majorité d'entre elles sont actives dans la société sous des formes pas forcément visibles, pas forcément médiatisées, encore moins rémunérées, mais néanmoins utiles à la société. Alors pourquoi rajouter 15 heures d'une forme d'obligation ? Sans parler du fait que, j'en ai parlé encore aujourd'hui avec des représentants du Puy-en-Velay, aujourd'hui on voit qu'imposer des formes d'engagement, 15 heures, quand on est en zone rurale et que sur place il n'y a aucun espace possible et qu'il faut se déplacer alors que les personnes elles-mêmes n'ont pas les moyens de cette mobilité, parce que pas de transport en commun, parce que pas de voiture, parce que des fois pas de permis de conduire, on marche sur la tête. Et pour rebondir là-dessus, il me semble avoir lu dans le dossier qu'il y a quand même 33% des personnes qui n'ont pas accès au RSA. Est-ce que c'est quelque chose qui se pense, qui se réfléchit dans les enjeux politiques actuels sur la pauvreté ? On aimerait. C'est un éternel débat. Quelque part, ça arrange peut-être l'État de savoir que certaines personnes font pas recours à leurs droits, parce qu'évidemment, c'est autant de sous qui ne partent pas. Nous, effectivement, on a un tiers des personnes que nous accueillons. On accueille à peu près 1 million de personnes dans l'année au Secours catholique sur l'ensemble du territoire français, territoire d'outre-mer inclus. Et sur ce million de personnes, il y a évidemment un certain nombre qui n'ont strictement aucun revenu. Et en fait, quand on creuse les choses, on se rend compte qu'un tiers des personnes qui pourraient avoir recours au RSA ne le font pas. Et ça, ce non-recours, ça date pas d'hier, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle, mais chez nous, c'est flagrant. Pour des raisons administratives, pour des raisons de fracture numérique, pour des raisons de difficulté à compléter les documents, enfin j'en passe. Et toute cette situation politique que l'on vient d'énoncer m'amène à une autre question, c'est de savoir pourquoi vous avez entrepris, il y a maintenant une trentaine d'années, je crois, la publication d'un tel rapport annuel. Alors en fait, nous avons la chance d'avoir une répartition sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en monde rural ou en monde urbain ou périurbain. Donc, quelque part, déjà, il y a une certaine capacité, de par notre réseau, à pouvoir dresser un état de la situation sociale en France qui soit assez exhaustif. Ensuite, la répartition de nos équipes locales, très territorialisées, permet d'aller des fois dans des considérations relativement fines. Donc une fois qu'on a un réseau aussi étendu, autant de bénévoles, parce qu'actuellement on a à peu près 60 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire, ça nous permet en fait, mine de rien, d'avoir une puissance d'enquête terrain que peu d'associations, eux, ont, et on en profite. Donc ça nous permet ensuite, grâce à ça, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, parce que c'est basé sur des données qui ne sont pas seulement du ressenti. Il y a un moment, quand on a 1 million de personnes accueillies et qu'on recueille, par exemple, là, cette année, on a travaillé sur 50 000 fiches détaillées qui sont remontées, on commence à avoir un échantillonnage qui a une certaine crédibilité. Et est-ce que le fait de devoir interpeller les pouvoirs politiques a été à l'origine de cette création, il y a une trentaine d'années, à un moment donné où il y a pu avoir des tendances de néolibéralisation, de difficultés au niveau du marché de l'emploi, etc. Mais c'est même dans les gènes de l'association. Le père Rodin, quand il a créé le Secours catholique à l'époque, en gros, il disait la charité doit précéder la justice. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de justice, allez, on fait un coup de main au niveau charité, mais le but du jeu, c'est quand même la justice. Et comment est-ce que, justement, en 30 ans, vous avez eu le temps d'avoir du recul sur l'état de la pauvreté en France? Comment est-ce que vous la voyez évoluer? Alors, elle prend des formes très protéiformes, dans le sens où... il y a 30 ans, par exemple, les mères isolées, ce n'était pas un public qu'on avait aussi important qu'aujourd'hui. La question d'immigration ne se posait pas du tout dans les mêmes termes. Pas forcément en quantité, mais en tout cas en profil de personnes qu'on recevait. Tout ce qui tourne autour de la précarisation du monde des jeunes adultes, on sent franchement qu'il y a une montée du côté des jeunes adultes, c'est-à-dire les 15-25 ans, qui
qui est beaucoup plus importante que précédemment. On voit aussi toutes les questions liées à la solitude, en fait, parce qu'on parle beaucoup des précarités d'ordre financier ou matériel, mais la première raison pour laquelle les gens viennent taper à la porte du Secours catholique, c'est la solitude. C'est un besoin de dialogue, c'est un besoin de pouvoir créer un lien social avec quelqu'un et d'être reconnu par quelqu'un. Donc ça aussi, la solitude a été, et la crise du Covid a été un accélérateur assez considérable. La solitude, c'est vraiment une porte d'entrée majeure pour la plupart des gens qui viennent nous rencontrer. Et vous avez commencé à l'évoquer, mais quels sont les grands résultats de ce rapport en 2023 ? Mine de rien, c'est de médiatiser ces questions-là. Ouais. Cette année, en plus, on a volontairement choisi une date de sortie qui correspondait aussi à des grands travaux de l'INSEE qui paraissaient le même jour, parce qu'on souhaitait attirer quand même l'attention sur un certain nombre de phénomènes, notamment la féminisation de la précarité, de la pauvreté. On est passé, il y a 20 ans, on avait à peu près la moitié des personnes qu'on accueillait qui étaient des femmes. Aujourd'hui, on est à plus de 57%. Donc il y a quelque chose qui pose question. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ce qu'on constate, c'est évidemment les femmes seules, mères seules. Ça, c'est vraiment un changement majeur. Et ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est que pourquoi sont-elles souvent en difficulté, notamment matérielle, c'est que dans la plupart des cas, ce sont aussi elles qui sont le plus en difficulté dans un accès à l'emploi stable et à plein temps. Soit effectivement, souvent, elles peuvent dire qu'elles sont en emploi, mais c'est du temps partiel, c'est des emplois subis, c'est des horaires complètement décalés, donc problème là à nouveau avec les transports en commun, etc., qui ne sont pas forcément accessibles au même moment. Donc en fait, même si elles peuvent avoir des fois un taux d'emploi qui correspond à celui des hommes, c'est des emplois qui ne sont pas du tout de la même qualité, pas du tout rémunérés de la même manière et qui ne permettent pas de se projeter dans la durée. Et est-ce qu'il y a des disparités territoriales ? Enfin, je vois que j'ai vu dans le rapport que vous aviez fait, par exemple, une typologie des ménages, notamment des femmes, à la fois des femmes éloignées de l'emploi, mais également selon les zones géographiques qui sont plutôt isolées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces disparités, à la fois entre dans la catégorie des femmes qui sont accompagnées, mais également d'un point de vue territorial ? Alors ça va m'être plus compliqué. Ce qu'on peut voir aussi, c'est une augmentation du nombre de femmes parmi les étrangers qui arrivent en situation, en statut administratif précaire. Auparavant, ça a été longtemps des hommes isolés, des hommes seuls. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes seules ou avec enfants en bas âge. Et ça c'est une évolution assez forte de ces dernières années. Après, évidemment, on va avoir des différences majeures entre l'espace rural où, en gros, l'âge moyen est plus important. Par contre, on voit qu'en monde rural, les personnes, pas seulement les femmes d'ailleurs, peuvent être beaucoup plus souvent propriétaires que dans l'espace urbain, mais par contre, dans des logements qui sont des logements, des véritables passoires énergétiques, et avec le problème de mobilité, et qui, lié à l'âge en plus, devient très problématique dans certains cas. Pardon, je me permets. Depuis tout à l'heure, on évoque le contexte plutôt national. Vous êtes responsable régional, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'en est-il du contexte plus local ? Est-ce qu'il y a des différences qu'on peut distinguer avec ce qui se passe à l'échelle plus globale ? Quand on regarde Auvergne-Rhône-Alpes, quand vous êtes au fin fond du Bourbonnais, évidemment, ou quand vous êtes en centre-ville de Lyon, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux mondes complètement différents. Quand vous êtes à Chamonix ou quand vous êtes à Vaison-la-Romaine, c'est encore autre chose. Donc finalement, à l'échelle de la région, ça regroupe... C'est tout à fait représentatif de ce qu'on retrouve en France. Et à l'échelle de la métropole lyonnaise ? Alors là, je ne suis pas spécialiste du tout de la métropole lyonnaise. Ce que je sais, c'est que les enjeux liés au logement sont des enjeux particulièrement importants. Et puis, les enjeux d'accès aux soins sont des enjeux extrêmement importants aussi, du fait de la concentration très très forte, notamment de migrants en situation difficile. Et vu le projet de loi actuel, en tout cas sa rédaction à la sortie du Sénat, il y a de quoi être particulièrement inquiet. Alors oui, j'aimerais rebondir sur cette loi immigration qui est actuellement à l'Assemblée. Avec les contextes actuels de guerres successives, de demandes d'asile, etc., comment est-ce qu'on prend en charge au Secours catholique les personnes étrangères et quelle distinction il peut y avoir dans le rapport entre les personnes qui sont françaises et les étrangers ?
Alors, déjà, avoir en tête qu'au Secours catholique, c'est un accueil dit inconditionnel. Donc, on se moque totalement de savoir quel est le statut administratif de la personne, sa nationalité, sa religion ou autre. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on regarde nos chiffres, en fait, la moitié des personnes que nous accueillons globalement sur la France sont des personnes étrangères. Bon, attention, ça ne veut pas dire des personnes qui sont en statut précaire, administrativement parlant, mais ce sont des personnes étrangères. Et évidemment, on va avoir des disparités. Alors, vous parliez de différences au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est sûr que si je prends le Bourbonnais ou la métropole lyonnaise, là, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Plus on est dans des agglomérations importantes, plus évidemment la question des migrants, notamment demandeurs d'asile ou autres, va se poser, et beaucoup moins en zone rurale. La question des mineurs non accompagnés, c'est essentiellement dans les grandes villes qu'on va retrouver ce souci. Et je vois, également dans le rapport, vous avez publié certaines recommandations. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer certaines? Alors, vous parliez tout à l'heure du territoire zéro chômeur de longue durée, mais il me semble qu'il y a son penchant contre les non-recours, les territoires zéro non-recours. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce propos? Alors ça, c'est effectivement une suite des territoires zéro chômeur longue durée. Ce serait de manière générale, on constate qu'il y a du non-recours sur une multitude de prestations, qui est liée essentiellement à, d'une part, une non-connaissance de l'existence des dispositifs, et d'autre part, à une difficulté d'accès même aux documents à compléter qui se font aujourd'hui essentiellement par Internet. Or, beaucoup de personnes en précarité soit sont en difficulté, sont en situation de fracture numérique pour des raisons ou financières ou techniques, ou de formation. Et puis en plus, comme vous le savez, tout ce qui tourne autour du discours administratif, du vocabulaire administratif, de la grammaire administrative, n'est pas accessible à tout un chacun. Alors vous mettez difficulté d'accès à l'ordinateur plus difficulté liée au vocabulaire et à la grammaire utilisée, ça ne peut être qu'excluant vis-à-vis des personnes. Et comme en plus aujourd'hui on ne peut plus contacter qui que ce soit d'être humain au téléphone dans beaucoup d'administrations, ça éloigne de plus en plus de prétendants aux allocations et aux aides, ça les éloigne de plus en plus de ces dispositifs. Donc là, parvenir à faire en sorte que les personnes en précarité puissent avoir connaissance de leurs droits, d'une part, et d'autre part, pouvoir compléter les dossiers, être accompagnés dans la durée sur leur mise en œuvre, ça nous paraît totalement indispensable. Et dans la même veine des recommandations, est-ce qu'on peut revenir sur la question du droit au logement, qui est quand même un droit fondamental? Il me semble que vous en dites quelques mots. Ce qu'on constate, c'est que pour nous, globalement, il manque à peu près 20 000 places d'hébergement d'urgence, déjà, sur l'ensemble du territoire, ce qui est quand même pas rien. Et puis surtout, on souhaiterait qu'il y ait une politique beaucoup plus volontariste sur l'accès au logement social locatif. Pour moi, ça a toujours été une question. Quand je vois que si on va en Espagne, on a un parc de logements dont on ne sait pas quoi faire, et puis en France, on n'en a pas assez. Donc il y a quand même un problème d'ordre politique, d'orientation ne serait-ce que tout ce qui est d'ordre foncier. C'est-à-dire on voit sur la Haute-Savoie en particulier, c'est une très grosse problématique du fait de la frontière avec la Suisse, avec des coûts fonciers qui sont prohibitifs et qui expulsent petit à petit les personnes à l'extérieur du département. Donc effectivement, une politique beaucoup plus volontariste d'accès au logement locatif social, ça nous semble indispensable. Et est-ce qu'au niveau local, pardon Florian, j'ai juste une dernière question sur le logement. Je suis assez fan de ces questions-là, mais il me semble que des initiatives ont été mises en place sur la métropole de Lyon, notamment pour les mères isolées. Est-ce que vous avez vu des améliorations, mine de rien, liées à ces accompagnements qui ont été mis en place? Il y a un dispositif qui fonctionne bien, c'est la maison des familles. Donc c'est quelque chose d'assez original qui est fait avec les apprentis d'Auteuil et qui consiste à proposer des accueils de jour. Donc il y en a 2 sur la métropole lyonnaise, des accueils de jour pour des familles, pour des mères isolées, des pères isolés aussi, même s'ils sont très minoritaires, il y en a quelques-uns, et qui sont tout un accompagnement parental, mais aussi tout un accompagnement sur tout ce que j'évoquais, sur l'accès aux droits, etc. Alors c'est un accueil de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logement de nuit, mais c'est un dispositif qui aujourd'hui donne beaucoup de très très bons résultats et qui permet en particulier à ces personnes de trouver des espaces où elles peuvent se poser et se reposer, y compris dans la prise en charge des enfants pendant les quelques heures où elles y sont. Eh bien, Marc Bulto, un grand merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du Secours catholique. Merci également à Elian Delacote pour cette enquête de rue 89. Et puis, merci Damien Rondepierre pour cette dernière question qui a mis en retard la chronique de Valérie Didier, qui arrive tout de suite après une courte pause musicale. Bonne soirée à tous les deux sur Radio Anthropocène. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.